Et je pense que pour aborder justement le rôle de manager dans un univers de changement, l'expérience d'Olivier Lajoux nous a paru avec Sabine extrêmement important et intéressant de transmettre. Parce qu'effectivement, les expériences, on peut parler de l'expérience de l'armée, comme lorsque nous intervenons sur l'expérience de gens de transport, souvent dans d'autres entreprises, on dit le transport, c'est pas très sexy. Mais c'est aussi là où il se passe des choses importantes et il ne faut pas avoir honte de nous, d'un beauté. Et en l'occurrence, Olivier Lajoux à nous transmettre son vécu et son expérience. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous et ravi de me retrouver devant vous. Je suis heureux d'être à Marseille parce que la mer est à côté. Donc je suis mieux ici qu'à Paris où je réside. Donc c'est un grand bonheur. Ce que je vous propose pour ce partage, c'est de vous partager 38 années de bonheur que j'ai passé sous l'uniforme. Et pour commencer, on va commencer par un tout petit film qui dure 2 minutes. On m'avait demandé de me présenter en 2012 où les gens du CAC 40 sont venus me chercher, premier militaire repéré comme ça pour être le DRH de l'année 2012. Je ne savais même pas que ce trophée existait, donc alors je devais faire un portrait de moi. Et donc c'est le portrait que je vous propose, vous allez être surpris, mais c'est comme ça que je me suis représenté, donc on peut lancer le petit film. Le changement, c'est pas maintenant, c'est tout le temps. Le changement, c'est la vie. Et donc souvent, on n'aime pas quand ça change. Et vous êtes, vous, confrontés à du changement, vous allez vous allez avoir votre territoire s'agrandir, de nouveaux matériels vont arriver, très différents de la génération d'avant. Nous, dans la marine, on voit arriver aujourd'hui des frégates, là où il y avait 300 marins, il n'y en a plus que 100 parce que les automatismes et des tas de choses font que le robot fait mieux que l'homme un certain nombre de choses. C'est une question fondamentale. Quelle place pour l'homme dans ce monde robotisé? C'est un échange qu'on pourra avoir tout à l'heure. Et donc la tempête, elle est là. La tempête, elle nous bouscule dans toutes nos habitudes. Vous, comme tant d'autres, partout où je passe. Aujourd'hui, j'ai posé mon uniforme fin 2012 et depuis le 1er janvier 2013, j'accompagne des entreprises, principalement une grande famille du Nord qui a du monde partout dans le monde entier, et dont vous connaissez les marques légendaires, qui fait de la grande distribution, et puis d'autres entreprises. Et donc, ce qui me frappe, c'est la façon dont les gens sont impactés par ce monde qui arrive. Ce monde, je l'appelle le monde de l'instantanéité plurielle. Depuis une dizaine d'années, on nous a greffé, pour les gens de mon âge, et les plus jeunes, eux, sont nés avec un 207e os. Notre squelette en a 206. Le 207e s'appelle le smartphone. Et ce squelette, ce nouvel os dans notre squelette, il fait qu'à tout instant, n'importe où, n'importe quand, on reçoit des informations, on en partage. Moi qui ai connu le temps où, à la mer, on disait il y a 3 types d'êtres humains, les vivants, les morts et les marins, parce que les marins, ils étaient ni vivants ni morts, ils étaient au loin, là-bas, loin de la Terre, et coupés du monde. Il n'y avait pas les satellites, il n'y avait rien de tout ça pour communiquer, et donc on était réellement coupés du monde, et on recevait des nouvelles de nos familles qui en recevaient de nous tous les 40 jours à peu près. Alors c'était assez tranquille, en discutant entre la gare et ici avec M. Lopez, le début de notre conversation a été, finalement, je disais, la météo c'est chouette, on savait qu'il allait pleuvoir, donc comme ça on a pu prendre une petite... Il me dit, oui, mais finalement, est-ce que savoir c'est bien? Parfois, ne pas savoir c'est bien. Mais en même temps, ne pas savoir du tout, c'est pas bien non plus. Mais vous voyez bien que c'est intéressant, on est bien dans le sujet qui vous concerne tous, et vous en particulier, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes tous des cadres dirigeants de cette belle maison, et donc vous avez à entraîner des équipes, à les mobiliser, à leur faire vivre le changement sereinement, à les entraîner dans le changement, à donner du sens au changement. On ne change pas pour changer, on change parce qu'il y a des logiques évidentes et des raisons de le faire. Et donc, la rude tâche qui est la vôtre, c'est d'accompagner ces équipes et de les mobiliser. Vous ne pouvez pas leur mentir, vous ne pouvez pas tricher avec les faits, vous devez vous-même être convaincu que ce changement, vous êtes d'accord avec, sinon vous ne pouvez pas le faire comprendre aux autres. Et donc, dans ce monde qui bouge à toute vitesse, et que les Américains ont une jolie formule pour le qualifier, ils le qualifient de VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Et toute l'actualité, hélas, de ces dernières semaines nous montre bien qu'effectivement, on est dans un monde vulnérable, complexe, ambigu, et que donc, et incertain du coup. Et donc, est-ce que l'incertitude est un problème? Non, elle fait partie de notre vie. Aucun d'entre nous ne sait combien de secondes il lui reste.
Et donc il n'a qu'une chose pour bien vivre, chaque seconde est un coup de bol. Il faut aimer la vie résolument et donc se dire que chaque seconde est un coup de bol. Voilà, et donc plus on est dans le changement, plus il faut être prêt à se préparer à le vivre sereinement. Hein, c'est ce que j'ai appelé la tempête, et c'est pour ça que je voulais vous donner une tempête. La tempête, c'est la vie. Il y a une caractéristique de la tempête, c'est que ce n'est pas nous qui la choisissons. Elle nous arrive dessus et on doit faire avec. Et donc accepter que on va régulièrement se ramasser quelques grosses vagues scélérates et qu'il va falloir vivre avec. Je suis un homme de 60 ans. Je suis rentré dans la marine comme matelot pour y faire mon service national. J'aurais jamais imaginé. Moi, ce que j'aimais, c'était la mer, c'était pas les aspects militaires des choses. Né en 1955, j'étais plutôt un gamin peace and love, l'île de White, Woodstock, and so on. Et donc, j'avais les cheveux longs, ne riez pas, les pantalons pattes d'éléphant et la 4L. Et puis surtout, j'ai eu une chance inouïe. J'avais 5 ans quand j'ai vu Sylvie, qui en avait 4. Et donc, j'ai mon âme sœur depuis. Et quand vous avez la chance d'avoir une âme sœur comme elle, ça fait 40 ans que nous sommes mariés, 55 ans qu'on est amoureux, finalement, on est vivant. Pourquoi? Parce que nous ne naissons pas humains directement. Ce qui va faire de nous un humain, c'est le regard de l'autre. C'est dans le regard de l'autre qu'on devient un bon ou un mauvais humain, si j'ose dire. C'est-à-dire que si ce regard-là, il est plein d'amour, d'encouragement, qu'il vous aide, qu'il vous pousse à grandir, qu'il vous fixe des prescriptions qui ne sont jamais étouffantes mais suffisantes, à la fois bienveillantes et exigeantes, alors vous devenez humain. Dans les dérives terribles de gamins d'aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est quel a été le regard sur eux qui les a conduits à partir dans cette folie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, puis d'avoir Sylvie, et donc de pouvoir me bâtir, et je ne serais pas l'homme que je suis sans elle, sans tout l'environnement familial. Il ne faut jamais oublier ça. Nous ne sommes rien sans l'autre, et on reviendra sur cette partie-là. Thélière de Chardin, puisque donc je me suis retrouvé pensionnaire chez les pères jésuites quand j'étais gamin, à Bordeaux, dans une maison un peu sévère. Il disait ceci: c'est une chose terrible que d'être né et de se retrouver irrévocablement emporté dans le torrent de la vie. La vie est un torrent, mais quelle chance on a d'être dans le torrent. La question à se poser, c'est est-ce que je nage à contre-courant dans le torrent? On risque d'avoir des soucis, ou est-ce que je nage avec le courant intelligemment en choisissant mon modèle? Une étudiante, il y a quelques années, me demandait: monsieur, si vous aviez une seule expression pour qualifier la vie, un seul mot, vous diriez quoi? Et je lui avais répondu: surfeur. Alors elle avait éclaté de rire en disant: pour un marin, c'est un peu facile. Et je lui ai dit: je vous explique pourquoi surfeur. J'ai été jeté dans le bain de la vie, j'avais rien demandé. Hein. Mon papa et ma maman, un soir, se sont aimés. Spermato, ovule, rencontre, ça marche pas à tous les coups. Quand ça marche, ça fait un être humain qui arrive. Merci papa, maman. Et après, on ne sait pas. La grande aventure commence. C'est l'incertitude la plus totale. Et donc, si on a la chance sur le chemin d'avoir du regard bienveillant et autres, tout va bien. Et puis, on est porté. On est sur une vague, tel un surfeur. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce que je suis capable, moi, d'accepter qu'elle me porte, cette vague? Que je dois accepter que je ne sais pas où elle me porte? Combien de temps elle va me porter? Mais que si je suis en équilibre dessus, en utilisant tout ce que m'a donné la nature, j'ai une petite chance d'être bien dans le bon sens de la vie. Et donc je dois accepter ça, d'être porté tout en étant acteur, et de savoir que je ne peux pas tout maîtriser et qu'il y a une part d'incertitude. Voilà, et donc ce que je vous propose pour maintenant qu'on est un peu rentré dans la navigation, qu'est-ce qui va faire ce que j'ai appelé sans trop de côté pompeux, l'art de diriger avec un point d'interrogation dans un livre que j'ai écrit il y a 3 ans. Le suivant vient de sortir, s'appelle L'art du temps, on parlera du temps tout à l'heure. L'art de diriger, qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qu'il faut travailler ou regarder pour être un dirigeant? La première clé, c'est que comment diriger d'autres personnes si on ne se dirige pas soi-même? Donc la première chose à faire, c'est s'aimer soi. Et donc faire un travail sur soi. On ne peut pas aller à la rencontre des autres si on y va pour les enquiquiner avec ses bobos à la tête et son aspect caliméro. On doit être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans tout. Un grand dirigeant, il commence par travailler lui-même, et je vous en parle tout à l'heure. La première bouée, donc on vient d'appareiller, on a largué les amarres, on prend le chenal pour sortir vers l'océan. La première bouée s'appelle l'autorité. C'est quoi l'autorité? En tant que dirigeant, on doit exercer l'autorité. Mais l'autorité, c'est tout sauf le pouvoir.
L'autorité, c'est la reconnaissance, être reconnu. Qu'est-ce qui va faire que vous serez reconnu? Vous serez reconnu parce que votre façon d'être, l'alignement de vos propos, de vos actes, ce qu'on appelle votre exemplarité, la cohérence et la clarté de ce que vous dites, de ce que vous faites, de la façon dont vous êtes en relation avec vos équipes, va vous donner autorité. Derrière, vous y rajoutez toute une poudre perlimpinpin faite de compétences, connaissances du métier, d'exercice des choses. Enfin, c'est une alchimie très complexe. Mais je dis souvent, le parchemin ne fait pas le chemin, le diplôme ne fait pas l'homme. Et quel bonheur de voir que les cadres qui sont levés tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir le même parcours qu'eux. Je suis rentré matelot et j'ai fini numéro 3 de la marine française, DRH de 45 000 emplois. Gérant 2,5 milliards de masse salariale. Et donc, le chemin, il n'y a pas d'ascenseur social. Il y a un escalier social. Un ascenseur, c'est une boîte, vous rentrez dedans, vous appuyez sur le bouton, elle vous monte. C'est trop facile. L'escalier, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes bien ce surfeur qui tient l'équilibre et qui va monter les marches. Il faut simplement que la boîte donne l'occasion d'ouvrir l'escalier et vous laisse gravir les marches. Donc, l'autorité, la première bouée, c'est bien ça, c'est, si vous voulez bien retenir cette idée-là, c'est l'autorité, c'est être reconnu. Et ça se travaille. Ça se travaille tous les jours. Dans les 4 pieds de la chaise du savoir, il faut d'abord avoir un certain savoir. Rien, qu'est-ce qui fait le terreau de la guerre, de la violence et de tout le reste, c'est l'ignorance. Donc savoir, se cultiver, aller regarder ailleurs, admettre que plus on ouvre grand les sabords dès qu'il fait beau, parce que quand il fait mauvais, il faut que le bateau soit étanche, bien sûr, mais quand il fait beau, on ouvre grand, et on regarde partout, on s'enrichit du miel de tous les autres. Si on vit que sur son nombril, ça devient de l'endogamie, et on ne va pas très loin. Et donc, plus on va chercher autour de soi, plus on développe sa connaissance au sens large, plus ce pied de la chaise est solide. Le deuxième, c'est le savoir-faire. En discutant ce matin dans le train avec Christophe, de sujets comme ça, je lui disais, on partageait des réflexions sur ce qu'on allait faire avec le club Décidé RH dans les mois qui viennent, et alors on était parti sur l'entreprise libérante, l'entreprise apprenante, etc. Et on voit bien que finalement il y a un lien très fort entre, pour que la RH soit au bon niveau d'entreprise, il faut qu'elle soit baignée de la culture d'entreprise. Vous avez une culture très forte, liée à votre métier qui est celui du transport. De même que vous imaginez bien que comme marin, DRH de la marine, j'avais la culture de celui qui connaît la vie en équipage à bord d'un bateau. Et donc le DRH, la DRH, l'ensemble du monde RH, il doit être imprégné de cette culture de la maison. Et donc il est bien dans le savoir-faire. Il a pratiqué, il a décodé le travail. Le troisième pied de la chaise, c'est le savoir-être. Il y a des gens qu'on est prêts à suivre comme ça, rien qu'en les voyant une première fois, leur façon d'être, de parler, leur empathie, leur disponibilité, la cohérence qu'on voit derrière, dit ok, on y va, on est prêt à être avec cette personne-là. Et puis le quatrième pied, souvent oublié, c'est le faire savoir. Le faire savoir, ça vient une fois qu'on a fait un petit bout du chemin, et c'est la communication. Tout le monde n'est pas capable de partager, mais comme c'est important de partager, et dans la réflexion qu'on peut avoir sur le travail du senior, c'est peut-être là qu'il y a du travail à faire. Voilà, donc l'autorité, cette alchimie des 4 pieds de la chaise du savoir, cette alchimie du qu'est-ce qui fait que je vais être reconnu, et qu'est-ce que j'ai fait comme travail sur moi pour être dans ce bon rendez-vous à l'autre. Et souvenez-vous, ce petit clin d'œil, on n'est rien d'autre que dans le regard de l'autre. La deuxième bouée, c'est le bonheur. Le bonheur, on peut aller le chercher dans le pré si on veut, hein. Mais ça ne se décrète pas le bonheur. C'est plein de volonté le bonheur, c'est plein de disputes contre soi-même. Ça oblige à dire je choisis de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Et j'ai choisi d'être heureux, d'aimer la vie résolument. Et donc d'être dans une énergie par principe positive. Le dicton, on dit souvent le pessimisme est d'humeur, donc vous faites de la bile, l'optimisme est de caractère, vous avez de l'énergie. Et donc, moi je crois qu'il y a vraiment, dans le bonheur, c'est pas la peine d'essayer de compliquer les choses, c'est pas la peine d'essayer de l'imposer, ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas, ça se vit.
Et ça se vit en allant chercher tous les aspects positifs et dans son entourage familial, professionnel, essayer de prendre la partie positive des choses. La troisième bouée s'appelle la confiance. C'est quoi la confiance? C'est oser l'autre. Pour oser l'autre, il faut d'abord se dire qu'aucune d'entre nous n'a le droit de se croire supérieur ou inférieur à l'autre. Simplement égal en humanité. Quand on oublie ça, quand on croit qu'au titre d'une couleur de peau, d'une posture, d'un sexe, d'une philosophie, d'une religion, on est supérieur à l'autre, on devient dangereux pour soi-même et pour l'autre. Et donc, on doit absolument et tout le temps se dire « je ne suis qu'égal ». Un jour viendra la tempête où, à force d'avoir cru que j'étais au-dessus, et voilà, je me la suis pété, j'ai été parfois désagréable avec certains, ils me le rendront au centuple. Le Dalai Lama dit ça très bien. À l'inverse, tout ce que j'aurais sommé de bon me sera rendu. Dans l'histoire, les héros, pour moi, ils ne s'appellent pas Napoléon et d'autres qui ont laissé des hectolitres de sang derrière eux. Ils s'appellent Nelson Mandela. Ils s'appellent Mère Teresa, Mahatma Gandhi. Des gens qui ont choisi l'amour de l'autre, de la vie, plutôt que la haine ou le positionnement de brutalité face à l'autre. Moi, j'ai eu la chance de découvrir la confiance tout petit déjà, comme disait Coluche. À 20 ans, j'ai troqué mon pompon rouge de matelot, je suis devenu officier et j'embarque sur un bateau au Sri Lanka, à Colombo. On est en 1975 et à ce moment-là, c'est le pire moment de la folie des Khmers rouges. Et donc les boat people, qu'on appelle migrants, fuyaient la folie de ces gens-là. Ils s'embarquaient sur des jonques, qui étaient des bateaux qui dérivaient pendant des semaines en mer de Chine, et la plupart du temps, malheureusement, quand on les retrouvait, on retrouvait 100 cadavres, entassés les uns sur les autres. Et à l'époque, la seule façon de traiter ces tristes situations, c'était de tirer au canon et de couler, d'envoyer par le fond tous ces pauvres bougres et des bateaux. Et donc, un jour, moi j'étais le plus jeune officier, on m'envoyait sur ces jonques voir ce qu'on pouvait faire. J'ai trouvé une petite fille toute petite qui s'appelle Mélie, qui est aujourd'hui une belle jeune femme de 45 ans, maman de 5 enfants, infirmière en chef de l'hôpital de Pondichéry, et elle m'appelle Baba depuis ce jour-là, il y a bien longtemps. Baba, c'est voilà, le vieux qui est venu. J'avais 20 ans, mais pour elle j'étais vieux, elle en avait 3, 4. Voilà. Et donc, ça marque très fort. Mais pourquoi la confiance, c'est que le commandant de ce bateau, son surnom dans la marine, c'était Clic-Clac. Il avait sauté sur une mine en Algérie, donc il avait la jambe tribord, c'était une prothèse. Quand il s'asseyait, clic, il enlevait sa jambe, il la posait à côté de lui. Et avant de se relever, clac, il remettait sa jambe. Il était champion de tennis, il ressemblait à Robert Redford. Dès qu'on était en escale, toutes les femmes étaient folles amoureuses. Je ne sais pas si c'était l'homme ou l'uniforme, peut-être un peu les deux. Et en tout cas, c'était un type mais merveilleux. Et donc j'arrive à bord, j'étais tout jeune officier, et la tradition dans la marine, c'est que le commandant du bateau, avant de vous lâcher comme officier chef de quart, l'officier chef de quart, c'est celui qui, au milieu de la nuit, pendant 4 heures, dirige le bateau, en donnant les ordres de vitesse, de route. Il suit la route qu'a tracée le commandant sur la carte, mais s'il y a quelqu'un sur la route, il doit faire le petit détour. Enfin bon, bref. Il a la totale responsabilité du bateau, pendant que le commandant dort, sereinement. Et donc, l'habitude, c'est que quand vous arrivez, pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous êtes en double d'un officier expérimenté qui vous montre comment faire. Et bien là, on appareille de Colombo, je fais un premier quart de 3 heures, de midi à 15 heures, à la passerelle, en double d'un officier senior. Clic, le vieux s'assoit dans son fauteuil. Il reste 2 heures et demie. Clac, et il s'en va. Donc je sais qu'il m'a observé pendant 2 heures et demie, et bon, c'est bon, vu. Le lendemain matin, 4h à 8h du matin, à nouveau 2 quarts, et donc clic, vers 4h15, le vieux est là, il doit avoir une insomnie, il reste jusqu'à 6h30 du matin, le jour se lève, clac, il met sa jambe, il descend prendre son petit déjeuner. De 12h à 15h, à nouveau, de 15h à 18h, pardon, un quart, à nouveau clic-clac. Et puis, vient le quart suivant de minuit à 4h, au milieu de la nuit. Donc je monte à minuit à la passerelle, en double, clic, le vieux est là.
clac, 20 minutes après, un message. Et je l'entends dire, mon cher Robidaire, c'était le nom de l'officier senior, allez donc vous coucher, le jeune Lajousse va prendre. Oh. Je suis à bord depuis 2 jours et demi, je connais à peine le bateau, et le vieux dit qu'il va me laisser le bateau. Donc dans un premier temps, je me dis non, je vais lui dire que je ne peux pas. Puis on a tous notre fierté, donc Olivier, tu verras bien, hein. Il va te mettre des ordres pour la nuit. Un commandant, avant d'aller se coucher, il écrit sur le journal de navigation ses ordres pour la nuit, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc imaginez le spectacle, hein, il fait noir, le bateau roule comme ça, hein, on est en mer de Chine, on a franchi les détroits, hein. La nuit est assez noire, et donc pour ne pas être ébloui sur les passerelles de bateau, tout est éteint, on a juste une petite lumière rouge pour pouvoir voir ce qui est loin. Tous ceux qui naviguent de nuit savent comment ça se passe. Et donc, je vois le clic-clac se pencher, écrire, ça n'a pas l'air trop long, ici, il se redresse, et il me dit, mon cher Lajousse, bon quart, je descends me coucher. Je bafouille bonne nuit, commandant, et dès que la porte de la passerelle se ferme, je file vers le journal de navigation en disant, bon, il va t'avoir donné des trucs. Et là, je lis ceci. Me prévenir en cas de quoi que ce soit. Signé le commandant. Alors là, c'est quoi que ce soit. Me voilà malin. Donc 20 ans, un bateau à peine plus petit que celui que vous avez là, 200 marins qui dorment, l'hélicoptère posé sur le pont à l'arrière, le sonar qui est descendu par 80 mètres de fond. Enfin, Et là, je dis, bon, Olivier, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je ne suis pas tout seul. Dans la marine, il y a une équipe de passerelle, et à la tête de cette équipe, de 3 ou 4 personnes, il y a ce qu'on appelle le premier maître timonier, qu'on appelle patron, qui est un vieux expert des bateaux, un vieux Shibani, comme vous en avez dans votre monde du travail, hein, ceux qui connaissent depuis longtemps, qui rigolent d'ailleurs. Shibani, c'est cheveux blancs en arabe. Hein, voilà. Et donc, il est là. Donc je vais vers lui, je lui dis, patron, c'est comme ça qu'on les appelle, il va falloir me donner un petit coup de main. Et le gars, il m'éclate de rire au nez. Là, je me dis, mais où t'es tombé là? Le vieux, il va se coucher, il te connaît à peine. Et le patron de navigation, quand tu lui parles, il t'éclate de rire au nez. Et là, le gars me dit, vous en faites pas, lieutenant. Il a l'âge de mon père, le mec. Hein. Vous en faites pas, lieutenant, faut que je vous explique. Le vieux, c'est comme ça qu'on appelle le commandant à bord, le vieux, il m'a dit cet après-midi, tu vois, le petit, il me plaît bien. Il a l'œil qui brille. Alors je vais le lâcher cette nuit. Si au bout d'un quart d'heure, il n'est pas venu te demander un coup de main, tu me fais remonter. La confiance, il faut la donner tout de suite, sans attendre d'être sûr. Mais évidemment, vous pouvez la donner que si vous connaissez suffisamment l'environnement pour être sûr d'avoir mis des bouées, pas des bouées pour surveiller et pour fliquer, des bouées pour faire réussir, pour faire grandir. C'est différent comme état d'esprit. Et donc, la formule de l'amiral Jouarnoulins, qui était le patron de la marine à l'époque, c'est il y a 2 attitudes à l'égard de la confiance. Soit vous la donnez a posteriori, et vous la retirez sans mollesse si elle est trahie, ou alors vous attendez d'être sûr de pouvoir la donner, et vous ne la donnerez jamais, car vous ne sortirez jamais du cercle de la défiance. Vous savez, c'est ces parents qui n'enlèvent jamais les petites roulettes du vélo du petit. Il faut s'engager au pas qui tombe. Le vrai risque de l'engagement, c'est d'y aller plein pot, au point d'oublier et de re-questionner régulièrement le pourquoi de l'engagement. Le plus beau film qui raconte ça, c'est Goodbye Lénine. Comment cette femme a tellement sacralisé le monde communiste soviétique, n'arrive pas à comprendre que c'est un monde qui a plein de défauts malgré tout, et qui a basculé probablement à cause de ça. Et donc, celui qui m'a aidé définitivement à comprendre ça, c'est Jean-Paul Delevoye. Il y a 4 ans de ça, on discutait, il est président du comité économique, social et environnemental, ancien ministre, très belle personnalité. On était quelques-uns, on discutait, on réfléchissait, et il nous lance comme ça une boutade. Si je vous dis, le sable des émotions a remplacé le béton des convictions, ça vous inspire quoi? Et donc, petit silence, on dit oh oh. Puis j'éclate de rire, comme toujours, j'aime bien rire, et je lui dis, moi, ma réponse c'est tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Hein? Il dit, bah oui, pourquoi? Ben si, on est bien dans, pendant une 60aine d'années, notre monde a vécu avec des convictions très fortes. Il y avait d'un côté les libéraux, de l'autre les communistes. Il y avait l'Est, il y avait l'Ouest. En plus, les hommes avaient été assez fous pour mettre 21 000 têtes nucléaires de chaque côté, et donc 2 mondes fracturés. Le monde était binaire, simple, il y a les bleus, il y a les rouges. Mais ça, c'est pas le vrai monde.
Le vrai monde, comme le dit Paul Valéry, c'est l'ordre et le désordre, et plutôt le désordre. Le monde qui va bien, c'est le monde où tout bouge tout le temps, où il n'y a pas de position définitive, acquise, posée. C'est le torrent de la vie qui emporte tout. Et donc, ce monde, l'engagement, si on y prend garde, ça devient des convictions qui deviennent des certitudes et qui peuvent pousser au pire de l'homme. On l'a vu avec le nazisme, on le voit avec d'autres dérives. Et donc, la seule façon d'être bien engagé, c'est de régulièrement revisiter le pourquoi de cet engagement. Quel sens on donne à ce que l'on fait, à ce que l'on est, à ce que l'on croit. Et donc, il faut le retravailler en permanence. On ne peut pas s'asseoir et croire que durablement, une idée va durer. Dans la marine, je recrutais 3000 jeunes par an. Sur ces 3000 jeunes, il y avait des bacs à sable et des bacs plus 10. 200 et 200 de chaque côté. Puis au milieu, 2000 bacs à bac plus 2. Parce que la marine, c'est du niveau IT, BTS, compte tenu de la technicité du bateau. Les 200 bac plus 10, c'était les officiers. Les 200 bacs à sable, c'était l'école des mousses qui nous permettait de tendre la main à des gamins et des gamines et de leur dire « tu vas monter l'escalier, on te met simplement en position de monter la première marche ». Et donc, et puis au bout de quelques mois de ma fonction de DRH, je dis « mais qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez nous ?» Et quand je vois que les 4 mots valeurs de la marine, c'est honneur, patrie, valeur, discipline, waouh! Si je vais discuter avec eux sur ces 4 mots, je risque de ramasser gros temps dans la tronche. Hein. Et donc je l'ai fait. Alors évidemment, j'ai ramassé gros temps. Hein. Et du coup, on a fait tout un travail. J'ai fait venir des gens de tous les milieux, des artistes, des philosophes, des politiques, des patrons d'industrie, voilà, le monde entier. De tout, très représentatif, des grands sportifs. Et on a fait des tables rondes avec des matelots, des officiers mariniers, c'est comme ça qu'on appelle les sous-officiers dans la marine, des officiers, et ces personnes extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire le mot honneur aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire le mot discipline aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire le mot patrie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire le mot valeur aujourd'hui? Puis on a travaillé, ça a duré 9 mois, le temps d'une grossesse. Ensuite, on a remis tout ça, et puis on a fait un petit livre, c'est quoi être marin d'État en 2010. Et cette année, parce que j'avais dit ça ne dure pas plus de 5 ans, les mots bougent. Par exemple, le mot patrie, quand on y a réfléchi en 2010, il avait une autre connotation que celle qu'il va avoir aujourd'hui en 2015, compte tenu d'un certain nombre d'éléments. Donc l'engagement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter de façon théorique. Il faut avoir le courage d'aller repuiser régulièrement, et l'engagement, c'est, dans l'entreprise, on entend souvent ça, c'est le sens. Qu'est-ce qui fait qu'on se mobilise pour développer tel ou tel type de transport, au service de quelle population, pourquoi on le fait, pourquoi les rituels sont ceux-là, comment on maintient ces rituels d'actualité, et comment on les vit ensemble et on les travaille ensemble. Et ça ne sert à rien de faire tomber ça d'en haut, hein. C'est pas du top-down, c'est pas la commande en tour qui va décider de ce sens-là. Le sens, il faut qu'il soit totalement partagé. Et donc c'est ce cyclotron, dans une maison comme la marine, dont le cliché, l'image d'Épinal, c'est évidemment, ils sont militaires, donc avec leur képi, ils ne voient pas les oiseaux, ils ne sont pas poètes. Détrompez-vous, on est vraiment dans ce monde, nous on sait trop, quand on s'en va loin, là-bas, longtemps, tous ensemble, dans l'univers très particulier du bateau, qu'il vaut mieux que le sens, l'engagement soit partagé. Hein. Sinon, vous avez des multis à l'arrivée. Et ça m'amène à la discipline. C'est un mot que les gens n'aiment pas entendre, et pourtant, comment imaginer un monde sans discipline? La discipline, c'est quoi? C'est la règle du jeu. Vous pouvez jouer à un jeu sans règle? C'est la des plus forts, c'est la violence garantie. La discipline, c'est la règle du jeu. Et au-delà de ça, la discipline, c'est beaucoup plus riche que ça. On parle de discipline professionnelle, de discipline artistique, de discipline sportive. Longtemps, j'étais plutôt rebelle à la discipline. Je suis un 68ard d'une certaine façon, entre guillemets, et donc j'aime pas la discipline pour la discipline, mais qu'est-ce que j'aime la discipline qui fait grandir? Dans les années 80, je me suis malheureusement retrouvé dans les horreurs de la guerre du Liban, puis de l'Iran et de l'Irak, et après les 20 années qui ont suivi, je n'ai pas cessé d'être engagé dans ce qu'on appelle les opérations extérieures. J'ai vu la guerre les yeux dans les yeux, et je suis de ceux qui disent que c'est le pire échec de l'humanité, mais que malheureusement il arrive un instant où quand l'autre ne veut plus entendre, il vous met en danger, il faut l'arrêter.
Et donc, il faut le faire sans haine ni violence, et le faire avec la plus grande humanité possible, et surtout ne jamais se laisser entraîner. J'ai toujours dit, moi j'aurais quitté l'uniforme si mon pays m'avait demandé de conquérir un pays ou d'asservir un peuple. Il m'a demandé de libérer des gens, d'évacuer de Beyrouth, d'Aden et d'autres villes, des milliers de gens qui étaient sous des obus ou à qui on privait de liberté. Et donc j'étais serein avec ça. Il y avait du sens, je savais pourquoi j'étais là. Et en même temps, j'avais toujours cette réflexion sur comment ça marche, comment ça se fait que finalement ça se passe bien et que tout le monde obéit, marche et tout. Et si ça n'est que asservi, ça n'a aucun intérêt. Et puis donc, après ces moments très durs au Liban, l'amirauté, pour nous permettre de souffler un peu, je suis resté 11 mois sur place, privé de ma famille, au milieu de l'enfer de Beyrouth, avant qu'on rentre chez nous. À l'époque, il n'y avait pas les psys, tout ça pour nous aider. Et donc, pour nous permettre de souffler un peu, l'amirauté décide de nous envoyer en Thaïlande pour faire une escale à Phuket, en Thaïlande. En Thaïlande, vous savez, quand vous descendez, vous allez à gauche, il y a la plage et le reste. Moi, c'était pas mon truc, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour ça, même si ça faisait 11 mois que je ne l'avais plus. Et donc, j'ai décidé d'aller passer une semaine chez des moines bouddhistes, parce que j'ai toujours aimé questionner le spirituel au sens large. Et donc, me voilà chez les moines. Chez eux, ils vous laissent une paix totale. Vous vivez chez eux, et ils vous demandent une seule chose, le matin à 6 h, entrer dans le temple avec eux. Et quand vous entrez dans les temples, vous faites tourner des petits rouleaux. Dans la journée, les moines ont écrit ce qu'ils appellent des koan zen, c'est des petites pensées. Et ce matin-là, en tournant le rouleau, pouf, je colle sur mon doigt un koan zen qui disait ceci. Et ça m'a frappé, oui, je m'en souviens bien des années après. Si tu cherches la liberté, tu seras esclave de tes désirs. Si tu cherches la discipline, tu trouveras la liberté. Si tu cherches la liberté, tu seras esclave de tes désirs. Si tu cherches la discipline, tu trouveras la liberté. C'est pas spontané, hein, comme... Donc j'ai travaillé ça m'a pris du temps. Une bonne quinzaine d'années. Et puis un jour, j'ai compris. J'ai dit, mais c'est bien sûr, comme souplex dans les 5 dernières minutes, pour picoler, mais c'est bien sûr. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on devient libre ? On ne peut pas être libre quand on ne sait pas, quand on ne comprend rien, quand on n'est pas éduqué, quand on n'est pas... Pour être libre, il faut développer son savoir, il faut... ce qui rend libre, c'est l'éducation. Pourquoi croyez-vous que la misère a comme par hasard... la misère et l'ignorance, ça ouvre à la violence. Et d'ailleurs, ceux qu'on appelle les terroristes, c'est bien pour ça qu'ils privent d'école les filles, les garçons, voilà. Moins il y a d'éducation, plus il y a potentiellement de manipulation. Et donc, pour grandir, pour être libre, il faut d'abord avoir accès au savoir, à l'information, et puis ensuite, et ça c'est la partie, la liberté fait grandir, donc rend libre. Et c'est vrai, on ne devient pas premier ouvrier tourneur-fraiseur de France si on n'a pas d'abord, on ne sait pas approprier la discipline professionnelle de la machine outil tourne-fraise. Et puis, une fois qu'on a fait ça, là où on devient génial, c'est que cette discipline qu'on s'est appropriée, on l'a fait sienne en y rajoutant sa petite poudre de perlimpinpin personnel, et là on devient génial. Mais on applique la règle du jeu, la discipline professionnelle, artistique, c'est pareil pour le premier danseur de l'opéra. Et puis la deuxième partie de la discipline, c'est la partie du vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut des règles qui permettent de vivre ensemble. Alors, je parlais de la tradition, mais c'est un petit clin d'œil, il y en a plein d'autres. Le vivre ensemble, c'est qu'est-ce qui fait qu'on accepte un certain nombre de règles et qu'on va les faire siennes. Et là, ça nous amène à une autre bouée qu'on pourrait appeler le collectif, le ensemble. Et souvent, là, j'emploie une petite formule. Notre corps est totalement dépendant de nos genoux. Le genou nous porte. C'est une articulation magique, le genou. D'ailleurs, comme j'ai été un grand marathonien, donc j'ai plus de cartilage à tribord, et donc il me fait chier le genou tribord. Donc je peux vous dire que le genou, c'est important. La santé, c'est quand on ne sait pas qu'on a un corps. Et là où on commence à comprendre les problèmes de santé, c'est quand le corps commence à vous dire « Coucou, j'existe ». Voilà. Et donc, j'en reviens au genou. Moi, j'écris genou, J-E-N-O-U-S. Le jeu, la personne, vous, moi, chacun d'entre nous ici présents. Plus on lui donne d'autonomie, de liberté, mieux c'est. C'est un progrès humain de libérer le jeu. Plus le jeu est libre, autonome,
Mais libre, ça veut dire responsable. Liberté égale responsabilité. Plus vous donnez de l'autonomie au jeu, plus vous faites confiance, plus vous libérez les énergies, plus vous avez une chance d'avoir le retour des meilleurs talents. Je ne sais pas si on appelle ça GPEC, je ne sais pas si on appelle ça détection des talents, on s'en fout. Il faut revenir à la réalité humaine. Pour que les gens aient envie d'avoir envie, je suis un fan de Claude Hallyday, cette chanson sur l'envie est magnifique, pour qu'ils aient envie d'avoir envie, il ne faut pas les enfermer dans un carcan tellement insupportable qu'ils en ont ras-le-bol, qu'on leur mette du prescriptif partout. Donc donner de l'autonomie, on appelle ça l'entreprise libérante, libérée, on s'en fout. La réalité, c'est qu'aucun d'entre nous n'aime qu'on lui dise ce qu'il a à faire à telle heure, à tel moment, à tel endroit. Ça fait chier, quoi. Et il ne l'accepte que si derrière, il y a du sens, il y a du machin, et que ça peut être un peu discuté ensemble. Et donc, plus vous donnerez de la liberté au jeu, mieux ce sera. Mais en même temps, il faut trouver ce nous minimum. Ça passe par ce que j'appelle la réflexion sur le PPCM, le plus petit commun multiple. Quel est ce plus petit commun multiple qui va nous permettre de trouver ensemble le nous supportable? Si le nous est étouffant, si le nous est écrasant, il est insupportable. Si le nous a du sens, si le nous est partagé, si le nous est réduit à l'essentiel, vous êtes dans la bonne articulation du genou. Et ça, c'est un vrai défi. C'est d'autant plus important que c'est la bouée suivante, je l'appelle la bouée du maillon faible. Je déteste cette émission de télévision où c'est un femme journaliste peu sympathique vire du plateau celui qui a mal répondu. Le nom de l'émission, c'est le maillon faible. Je ne sais plus si elle tourne encore sur les télés, mais il y a quelques années, elle était là, je la trouvais détestable. Le maillon faible, c'est quoi l'idée? C'est qu'une organisation n'a la force que de son maillon le plus faible. Une organisation n'a la force que de son maillon le plus faible. Mais toute organisation est une chaîne. Chaque maillon compte. Il n'y a pas de métier inférieur ou supérieur. Une société a autant besoin de traders que des boueurs, je serais même tenté de dire, mais j'arrête là. Et donc, chaque maillon compte, et il suffit de la défaillance d'un maillon pour que tout parte en vrille. Quand j'étais à la mer, se mettre à bord après Dieu que j'étais sur les bateaux que j'avais commandés, je me souvenais qu'il suffisait d'un rien pour que ça parte en risque. Petite histoire que je vous raconte, mon dernier commandement à la mer, c'était en 2001-2002, et c'était la guerre d'Afghanistan. Et donc on patrouillait, on y est resté 7 mois, entre le détroit d'Ormuz et le nord de la mer d'Oman, le long des côtes iraniennes et pakistanaises. Et ça faisait 3 mois qu'on était déployés, à peu près à mi-temps du déploiement, pas tout à fait. Et sur un bateau américain, il y a un grave accident, un tuyau de vapeur explose dans la machine. Dans ce tuyau, il y a 8 bars de pression dedans, la vapeur sort, elle est à plusieurs centaines de degrés, et elle brûle instantanément les 4 gamins qui étaient là, donc 4 morts. Et donc tous les marins, il se trouve que sur le bateau que je commandais, qui était une des plus grosses frégates de la marine nationale, on avait une machine extraordinaire, très, très puissante, qui permettait au bateau d'aller à 34 nœuds à vitesse maximum. Donc déplacer 10 000 tonnes à 34 nœuds, forcément il y a beaucoup d'énergie. Et donc les gamins qui étaient à la machine, ils avaient peur parce qu'ils savaient qu'un tuyau pouvait péter et les amener d'un coup, les brûler vifs. Donc l'accident a eu lieu. Et donc le numéro 2 du bateau, qu'on appelle commandant, et le RH viennent me voir en disant commandant, on sent beaucoup d'inquiétude chez les mécaniciens, certains ont du mal à descendre la machine, ils vont nous faire une connerie. Bon, je dis on se calme, on leur fait confiance, pour l'instant c'est pas la peine de déclarer un grand truc, laissez-moi faire. Et donc la nuit suivante, 2h30 du matin, je descends la machine. Il y fait 72 degrés, vous voyez, il fait chaud, hein. Et je m'assois à côté du graisseur. Le graisseur, c'est l'un des plus jeunes matelots du bord qui fait des rondes dans la machine pour voir si tout est clair. Et pendant 40 minutes, je reste à côté de lui, assis, sous les tuyaux, sous les vannes, et on discute de tout, de rien. Et au moment où je m'en vais, 40 minutes plus tard, je dis « je compte sur toi ». Ça a été fini. Le vieux était venu passer 40 minutes, même pas peur, et je lui ai dit « je compte sur toi ». Vous savez, quand on parle de la reconnaissance en entreprise, la reconnaissance, vous pouvez inventer toutes les recettes que vous voulez, des primes, des machins, des coucous. La seule façon de bien reconnaître quelqu'un, c'est de lui dire « sans toi, nous ne sommes rien ». Il n'y a pas de petit métier, le maillon faible. Reconnaître quelqu'un, c'est lui donner la pleine conscience de sa responsabilité dans la chaîne.
Et ça le met en situation d'être reconnu et de comprendre son rôle. Voilà, on arrive presque au bout de la navigation. Elle m'est très chère. J'appelle la bouée de l'humour. Plus on est haut placé, plus on doit avoir de l'humour. Et l'humour, c'est la contraction de deux mots, l'humilité et l'amour. L'humilité. Je n'oublie jamais que chaque seconde est un coup de bol. Que je ne suis rien si un des maillons pète. Que tout ce que je sème me revient, en bien ou en mal, selon que j'ai bien ou mal semé. Donc, je n'oublie jamais ça. Et j'aime la vie avec beaucoup d'humilité devant son incroyable capacité à inventer des réponses à tout, parce que quand on voit la nature, elle répond à tout. La vie est plus forte. Dans le désert, des fleurs poussent. Sous la glace, des fleurs poussent. Et donc, la nature a des réponses à tout. Elle a fait des animaux à bec, à plumes, à griffes, à poils. Et donc, la nature nous amène plein d'éléments et on devrait humblement regarder ça et se dire il y a toujours une solution. Même dans la pire tempête, on va trouver. Mais il y aura d'autant plus de solutions qu'on se sera interdit de s'enfermer dans des certitudes, qu'on gardera l'esprit ouvert, qu'on ira à la rencontre de l'autre en disant dis-moi, partageons. Comment toi tu vois la chose, échangeons. Et d'un seul coup, tous les possibles s'ouvrent. Voilà, donc face au changement qui vient, face à ce monde compliqué, complexe, vulnérable, incertain, ambigu, face à ces grands mouvements, ces plaques tectoniques, qu'elles soient politiques, médiatiques, tout ce que vous voulez, vous devez ensemble, vous l'équipage RTM, vous dire chaque jour on peut être là, ici, maintenant, bien vivre l'instant et trouver ensemble la bonne réponse. Voilà. Merci de votre attention et vive vos questions.